Bonjour et bienvenue dans Regard sur l'actualité. Bonjour Patrick Le Yarrick. Bonjour. Alors on commence tout de suite avec le chiffre. 1 sur 4, c'est le nombre de Français qui affirment leur intention de voter pour le Front National au premier tour de l'élection présidentielle le 23 avril prochain. Voici une carte. Dans toutes les régions en bleu, Marine Le Pen arriverait en tête et dans celle en jaune, ce serait Emmanuel Macron. Une élection où la gauche risque d'être disqualifiée au second tour. Alors, malgré toutes les précautions à prendre avec les sondages, l'alerte est bien réelle, comme vous le soulignez cette semaine dans votre éditorial de l'Humanité dimanche. Alors, à votre avis, comment en est-on arrivé là et comment éviter que le peuple de gauche ne puisse voter que par défaut au second tour? L'alerte est préoccupante, très très inquiétante. On a créé les conditions maintenant depuis des années pour faire de Madame Le Pen le pivot de la vie politique française. Le système médiatique qui l'a propulsé, un certain nombre de sphères politiques également. Et l'objet de cela est de parvenir au résultat que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire de faire qu'elle soit au premier tour de l'élection présidentielle en tête, de telle sorte que le choix, c'est celui qu'on nous propose aujourd'hui, soit nous choisissons Fillon, soit nous choisissons Macron. Et il n'y a plus d'alternative politique possible. Et dès lors qu'on est dans cette situation-là, c'est la gauche qu'on élimine, c'est les idées de gauche qu'on est en train d'éliminer, mais les candidats de gauche également. Et l'objet qu'il y a derrière ça, il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des forces puissantes qui ne veulent pas d'alternative, qui ne veulent pas, même pas, de débat sur une possible alternative. Il faut voir par exemple que ce matin, on nous annonce que la Commission européenne donne des ordres aux candidats. On doit choisir une politique économique conforme aux orientations de la Commission européenne. Et donc, tout ceci va dans le même sens. La cohérence de tout ça, c'est qu'on est en train de placer le peuple, les citoyens, ceux qui vivent des souffrances sociales terribles, les jeunes qui n'ont pas d'avenir ou qui sont aujourd'hui en difficulté, eh bien on les met contre un mur. On les met dans un véritable piège où ils n'auront pas le droit à un vrai débat démocratique contradictoire sur des options contradictoires et on leur dit d'avance qu'il ne sert à rien de choisir l'un des deux candidats de la gauche aujourd'hui. C'est dans ce piège-là qu'on tente d'enfermer les gens et c'est pour cela qu'il faut discuter partout. Dans les usines, dans les bureaux, dans les écoles, dans la rue, dans les quartiers, de telle sorte qu'on réfléchisse à cette situation qui est en train de se produire devant nous, c'est-à-dire le choix entre le retour à une droite extrémisée, à une droite qui est quand même l'héritière de ce qu'on a connu de pire dans notre pays et de quel on s'était défait. C'est ça qu'on nous propose, et des politiques aujourd'hui conformes au canon de la mondialisation capitaliste. Et c'est en ce sens-là qu'il faut agir aujourd'hui sur le débat politique de telle sorte que les candidats de gauche progressent, parce que la gauche est trop faible aujourd'hui, et qu'on essaye d'examiner la possibilité de se rassembler. Soit à l'élection présidentielle, ce qui reste difficile, mais au moins qu'il puisse y avoir ce débat, et en tout cas créer les conditions d'une majorité au Parlement, parce que dans certains cas de figure, on peut se trouver à la suite de l'élection présidentielle ou des élections législatives cet été dans une crise institutionnelle assez grave. On se rend maintenant en Espagne, où une vague bleue de bien meilleur augure a envahi Barcelone samedi dernier. Une marée humaine exigeait l'accueil des réfugiés au cri de plus d'excuses, accueillons maintenant, assez de morts, ouvrons les frontières. Les manifestants entendaient rappeler au gouvernement ses engagements envers l'Union européenne. L'Espagne devait recevoir à partir de 2015 quelques 16 000 candidats à l'asile déjà admis dans d'autres pays, mais seuls 1100 sont arrivés jusqu'à présent. Alors la France ne tient pas davantage ses engagements sur les 30 000
2700 réfugiés que les gouvernements s'étaient engagés l'an dernier à accueillir sur le territoire d'ici fin 2017, un peu plus de 1000 seulement ont effectivement rejoint notre pays. Alors, comment faire entendre aux décideurs politiques que cette immigration n'est pas une charge, mais une chance, voire même un facteur de croissance économique, comme on peut le voir en Suède, par exemple? D'abord, la première question, c'est que il y a des gens aujourd'hui qui sont contraints de fuir la misère et la guerre, et donc il faut les accueillir. L'Union européenne doit les accueillir comme certaines institutions s'y sont engagées, pas toutes, mais aussi les États-Unis doivent en recueillir, parce que les États-Unis portent la responsabilité de la situation à partir du moment où ils ont été détruire l'Irak dans les conditions où cela a été fait. Alors, ils ont un président aujourd'hui qui refuse tout ça, mais il faut, et c'est bien ce qui s'est passé en Espagne avec cette manifestation, c'est bien aussi ce qui se passe chez nous, parce que chez nous, les populations accueillent de manière généreuse, du plus petit village à la plus grande ville, ils accueillent ces réfugiés dans la solidarité. Il y a des gestes de solidarité incroyables. Donc, il y a la question de les accueillir, de leur permettre, pour les enfants, d'aller à l'école, pour eux-mêmes de se former, d'apprendre des langues, et de créer les conditions de les insérer dans nos sociétés. Mais il ne faut pas faire que ça. Je crois qu'il y a deux choses urgentes à faire. C'est un combat sans merci pour faire prévaloir la diplomatie et la politique pour faire cesser les guerres, tout en faisant, évidemment, reculer et exterminer le terrorisme. Ça, c'est exact et nécessaire. La seconde chose, c'est qu'il faut un plan de développement massif pour les pays méditerranéens, du Maghreb, du Macrèche et l'ensemble du Proche et Moyen-Orient. Et il faudrait le commencer maintenant. Il y a des espaces de reconstruction à envahir maintenant pour aider les gens à s'installer et sortir de la misère, car on ne fera pas reculer le terrorisme que par les bombes. On fera reculer le terrorisme par le mieux-être des populations. Donc la question qui est posée au fond, c'est une question profonde de solidarité internationale qui vise à un partage des richesses à l'échelle du monde aujourd'hui. Je crois que l'ONU, de ce point de vue, avec son nouveau président, a un rôle extrêmement important à jouer de ce côté, qu'on cesse de gâcher l'argent dans la course au surarmement qui est reparti, que cet argent, il aille plutôt dans le développement, tout en faisant les efforts nécessaires pour ce co-développement indispensable. Alors évidemment, je connais les obstacles, je ne suis pas naïf, je sais bien que tous ceux qui dirigent le monde ne sont pas de ces opinions-là, et en tout cas ils ne sont pas dans ces actes-là. Mais je crois que c'est les populations, c'est les peuples qui devraient se donner la main, y compris quand nous accueillons des réfugiés ici, des gens de grande qualité. Il faudrait parler avec eux, établir avec eux des plans de discussion, de solidarité, qu'ils en parlent dans leur famille là-bas, de telle sorte qu'on crée un grand réseau mondial pour influer sur les dirigeants de ce monde. Si les peuples ne reprennent pas leur destin en main, ça va être extrêmement difficile de s'en sortir. On revient en France avec une vague de suicides à l'hôpital Georges Pompidou qui révèle la politique désastreuse de l'AP-HP dont le coût humain se paye cash. Un infirmier s'est donné la mort dans la nuit du 5 au 6 février dernier en se jetant du 8e étage de l'établissement. Il y a à peine un an, c'est un cardiologue qui se suicidait dans le même hôpital. Les représentants du personnel pointent une dégradation des conditions de travail, des horaires déstructurés, la diminution des moments d'échange humain dans les services qui entraîne fatigue, stress, souffrance, mal-être. Alors, comment endiguer cette politique de rentabilité à tout crin qui fait des hôpitaux des usines à soins et qui broie les agents? Moi, je crois qu'il faut avoir plus que des pensées pour celles et ceux qui travaillent aujourd'hui dans les hôpitaux, quelles que soient les catégories, les aides-soignants, les infirmiers, les infirmières, les médecins. C'est un boulot très, très, très difficile. Physiquement souvent, mais psychologiquement aussi. Il faut quand même voir qu'on côtoie tous les jours
des maladies diverses, la détresse, voire la mort. Et donc, il faut revaloriser cela. Et on ne peut pas revaloriser leur travail en ayant une gestion, entre guillemets, comptable de la santé. La santé, c'est la vie, donc ça n'a rien à voir avec la comptabilité. Et donc on ne peut pas décider dans des bureaux ou dans des conseils d'administration la suppression de 53 000 lits comme on l'a fait. D'autres, comme le candidat de la droite, M. Fillon, il propose de réduire de 20 milliards encore les dépenses de l'assurance maladie. On ne devrait même pas appeler ça des dépenses, c'est de l'investissement dans l'humain dont il s'agit, c'est-à-dire c'est de notre santé qu'il s'agit, à un moment où il y a plus de risques sanitaires. C'est paradoxal ce que nous disons, la santé a fait des progrès considérables, mais on a de nouvelles maladies aujourd'hui, il y a des crises, la crise écologique engendre des crises sanitaires, des problématiques nouvelles, on a inventé des moyens de lutte contre certaines maladies, mais on les a rendues aussi résistantes à ces mêmes moyens, donc c'est un travail sans fin. Et donc il faut les reconnaître, mais ça ne peut pas se gérer comme ça. Donc il faut, dans le cadre d'une autre cohérence politique et économique, dans le cadre d'une autre répartition de la richesse, et sûrement d'une autre manière de la produire aussi, investir beaucoup dans la prévention, santé, ce qu'on ne fait pas suffisamment, mais aussi dans le traitement quand c'est nécessaire, et dans l'investissement et l'innovation recherche, de telle sorte qu'on aille plus vite dans le traitement aujourd'hui d'un certain nombre de maladies, et qu'on continue, on a l'air de se plaindre dans ce pays, et d'ailleurs qu'on allonge la durée de vie. Ben, je trouve plutôt que c'est une bonne nouvelle, et donc, mais il faut affronter ça, il faut affronter cette sorte de révolution qui est à la fois une révolution médicale, mais une révolution démographique possible aujourd'hui, et y consacrer les moyens. C'est complètement à rebours des critères comptables qu'on veut nous imposer aujourd'hui. Pour élargir un peu la question, ne devrait-on pas penser sérieusement à revaloriser tous ces métiers à forte utilité sociale que sont ceux des soignants, mais pas seulement, ceux de l'éducation, etc. Des gens souvent déconsidérés et même sous-payés, alors qu'ils ont la charge de vie humaine ou de l'éducation des enfants. Moi, je suis très attaché à cette notion-là de utilité sociale pour chacune et chacun d'entre nous, quels que soient les métiers. Les métiers aujourd'hui sont dévalorisés parce qu'on considère que le travail, au fond, c'est secondaire par rapport à la rémunération du capital dans le système que nous connaissons aujourd'hui. Or, un des facteurs de mal-être pour des millions d'individus, pour des millions de gens que nous côtoyons tous les jours, c'est précisément le fait qu'il ne se considère plus utile. Un paysan, si on ne le traite que par le biais de « vous n'êtes qu'un pollueur », on n'a pas à rémunérer votre travail, son utilité sociale est en train de disparaître. Un enseignant, la manière dont les enseignants sont traités aujourd'hui, en dévalorisant l'école, en faisant en permanence la chasse, savoir s'ils font tant d'heures ou pas d'heures, s'ils sont toujours en vacances, toutes ces choses dont on entend parler aujourd'hui, jusqu'aux assistés, jusqu'au thème des assistés, mais on ne parle jamais de celui qui a son argent dans le paradis fiscal, évidemment. Lui n'est pas un assisté, ou celui qui a bénéficié de tous les cadeaux qui ont été faits depuis le quinquennat. Et donc, un problème pour chacune et chacun d'entre nous, pour se sentir bien, il faut se sentir utile au collectif. C'est comme ça qu'on fera société ensemble. On passe à la femme de la semaine. Il s'agit de Marie, agent d'entretien en lutte pour son emploi. Alors Marie est une salariée du nettoyage, travaillant depuis 2009 en contrat à durée indéterminée au Centre des finances publiques de Paris 11e. À l'occasion du nouveau marché public, prétextant qu'elle était en situation irrégulière alors que son titre de séjour était tout simplement en train d'être renouvelé, la nouvelle entreprise sous-traitante refuse de la réemployer. Appuyée par les syndicats et les élus communistes de la mairie du 11e, tous ses collègues sont entrés en grève lundi 20 février. Il compte bien poursuivre le mouvement jusqu'à ce que cette mère de famille retrouve son travail. On écoute Marie. Je travaille à Cavagnac depuis 2009. Après, j'ai un souci de papier.
Après, on a changé une société qui s'appelle Novasol. Il est venu. Après, je lui ai montré mon contrat de CDI avec ma attestation de dépôt. Il a dit, Madame, non, je ne te prends pas. Laisse. Il a pris le chiffon. Laisse, tu vas régler ton problème. Même un mois, même 2 mois, ta place, il est là. Après, je m'ai arrêté. On est parti, même pas un mois, ça a duré. On a réglé le problème. Il a dit que je ne prends pas, je n'ai pas dit que ta place, il est là, il a menti. Après, jusqu'à maintenant, on est là. Hier, il y a quelqu'un qui est venu, il m'a dit que on prend, mais on ne garde pas ici, on va garder ailleurs. J'ai dit non, moi depuis 2009, j'ai travaillé à Cavagnac, au 3e, ma place c'est au 3e, je n'irai nulle part. Et alors aujourd'hui, depuis le mois de janvier, du coup, vous n'êtes pas payé? Depuis janvier, il n'a pas me payé. Même j'ai travaillé 3 jours du janvier, il n'a pas me payé jusqu'à maintenant. Et alors vous vivez comment sans salaire? Je travaille le matin, ça n'appartient pas à ici. Il n'y a que 500, tant que mon loyer c'est 600 €. Je paye le 500, je lui dire un locataire que j'ai un souci, je ne travaille pas le soir. Après, on est là, je suis parti chez un assistant social. Il va dire qu'il va traiter mon dossier. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu une réponse. Alors aujourd'hui, vous avez vos papiers, vous êtes tout à fait en règle. Vos camarades de la CGT demandent votre réintégration. Est-ce que ça vous a fait plaisir, cette solidarité? Oui, ça me fait plaisir. Avec les gens de ménage, on essaie, ils soutiennent en moi. Alhamdulillah, ça me fait plaisir. Et CGT, syndicat, ça me soutient. Et vous espérez que vous allez gagner? Qu'est-ce que vous espérez maintenant? J'espère qu'on va y aller jusqu'au bout, si on a gagné, si on n'a pas gagné, mais on va jusqu'au bout. C'est quoi au bout? Jusqu'à il me prend. Alors Patrick, que vous évoque ce témoignage à l'heure où l'externalisation d'un grand nombre de services dans les entreprises et les administrations fragilise les salariés? D'abord, c'est très émouvant. Secondement, s'il y a l'externalisation comme on la connaît de plus en plus, c'est précisément parce qu'on compresse de plus en plus l'économie des entreprises aujourd'hui. Et donc on externalise pour avoir du travail, de la main-d'œuvre, entre guillemets, à bon marché. En tout cas, moins cher que s'ils étaient au statut. Ma troisième remarque, c'est que c'est formidable qu'il y ait eu cette solidarité entre les élus communistes essentiellement, ses collègues de travail, à la fois de l'entreprise mais aussi des finances publiques. Et donc ça, c'est formidable et c'est la solidarité qui nous donne de la force. Et ma dernière remarque, c'est que on est en train de voir dans ce cas-là à quel point c'est important d'être syndiqué. Parce que être syndiqué, c'est être relié à d'autres, de constituer ensemble, en se rassemblant, une force, et c'est ça qui permet de gagner. Et donc on ne peut que suggérer à chacune et chacun de ne pas écouter ceux qui veulent détruire aujourd'hui les syndicats, mais de venir notamment à la CGT, parce qu'on est sûr d'être défendu. On termine avec notre page culture et pour cela on se rend maintenant à Aubervilliers. Dans cette ville multiculturelle, il existe un trésor. Il est constitué de poèmes rédigés dans les langues maternelles des habitants et collectés avec le concours de la compagnie Les Souffleurs, commando poétique. Cette troupe de performeurs, originaire de région parisienne, se produit désormais dans le monde entier. Alors le 21 février dernier, c'était la journée des langues maternelles. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette initiative et surtout en quoi est-ce important à votre avis de valoriser les langues des pays d'origine de chacun des habitants d'un territoire? Oui, il y a depuis l'année 1999 une journée mondiale des langues maternelles. Et en France, il y a 2 endroits qui les accueillent. L'UNESCO, qui en a été à l'origine, et la ville d'Aubervilliers. Aubervilliers, c'est une ville de culture et des cultures. Une ville qui porte la culture et qui porte les cultures. Et c'est une ville qui fait ce mélange entre 150 ou 180 nationalités qui viennent de partout dans le monde. Dans la rue à Aubervilliers, on entend parler arabe, bengali, chinois. Et
ça fait sa richesse parce que on vient de vivre une expérience là pendant le mois de décembre où mon amie la maire, Madame Myriam Derkaoui, a consulté les habitants sur un futur de la ville, sur la ville après les années 2020. Et à la surprise de beaucoup de monde, il est venu dans toutes ces réunions, qui toutes se sont réunies, non pas dans des salles municipales ou dans les écoles comme d'habitude, mais dans des lieux de patrimoine ou de culture de la ville. Et il est venu à peu près 20 000 personnes dans 9 ou 10 réunions, parce qu'on en a ajouté une. Et ce qui était incroyable, c'est cette fraternité qui s'est dégagée. Mais une fraternité constructive. Les gens, ils ont dit ce qu'ils avaient besoin de dire, mais toujours dans la construction, justement dans la construction de cette ville de demain qui est en plein mouvement aujourd'hui. Et donc, cette richesse, cette diversité, évidemment, nous la cultivons. Nous sommes à la fois des cultivateurs de culture. Et on a accueilli avec Myriam Derkaoui et le premier adjoint Anthony Daguet, le 21 février précisément, le week-end dernier, ce grand forum des langues maternelles, qui est important parce que la langue maternelle, c'est la langue qu'on parle au début, et c'est du lieu d'où on vient aussi. Et donc on vient avec sa part de culture, avec sa part d'histoire qu'on porte avec nous, mais qu'on échange avec d'autres. C'est totalement différent de l'uniformisation culturelle qu'on veut nous imposer aujourd'hui, avec parler cette espèce d'English globish partout, dans toutes les relations. C'est autre chose que nous essayons de faire. Et donc, il y aura des actes supplémentaires, parce que nous allons continuer à être la ville qui va accueillir cela. Et il y a ce que vous dites, nous allons faire un trésor municipal et mondial des langues maternelles pour porter la poésie. Nous faisons déjà un lieu patrimonial où on va recueillir la poésie venant du monde entier à partir des langues maternelles, et on est en train d'envisager une maison de la culture et des langues maternelles où on va permettre l'enseignement de ces langues maternelles, c'est-à-dire que quelqu'un qui viendra de telle ou telle contrée, de tel ou tel pays, mais pas seulement les pays, les contrées, moi qui suis breton, je sais à peu près de quoi je parle, eh bien on aidera à la fois à l'enseignement, et on aidera des gens à se cultiver, à se connaître et à se reconnaître dans ce mélange. Et c'est ça qui permet de faire d'Aubervilliers cette ville très mixte, multiculturelle et aussi fraternelle comme elle l'est aujourd'hui. Merci Patrick Le Yarrick. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Regard sur l'actualité.